Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, une fois de plus, je suis content, très honoré de vous avoir avec moi pour vous présenter une fois de plus une nouvelle thématique concernant l'administration scolaire. Et la dernière fois, nous avons eu deux présentateurs, en l'occurrence Cause et, et Constant. Et ils nous ont introduit sur cette thématique-là et les images de l'organisation, ce qui nous permet d'avoir une autre compréhension, une compréhension additionnelle concernant l'administration scolaire. Donc, ils nous ont pu parler de différentes images de l'organisation pour nous expliquer à fond euh, ce que c'est l'administration et c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de précautions, que nous devons vraiment à prêter beaucoup attention parce que là, c'est des vies qu'on est en train d'administrer, d'organiser, d'orienter, de donner des orientations pour leur vie de futur. Donc, aujourd'hui, on va vous parler certainement de cette nouvelle thématique-là. C'est les leviers pour, les leviers pour oser le changement. Vous voyez, l'auteur a osé utiliser ce concept-là, les leviers pour oser. Oser, c'est déjà, et ça nous envoie à quelque chose qui nous paraît tout à fait exceptionnel et que c'est pas quelque chose qui va être facile, le changement. Le changement, se révèle toujours de quelque chose de difficile. Donc, pour l'auteur Joseph Fouque, donc, quand on va opérer des changements dans le système, dans l'administration scolaire, donc on va certainement et, à, faire face à beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles et d'obstacles qui vont nous empêcher d'opérer des changements qui contribueraient certainement à améliorer le système, améliorer la structure de l'école, à faire une meilleure organisation au niveau de l'administration. Donc, il parle des leviers. Joseph Fouque a présenté quatre éléments qu'il faut vraiment, sur lesquels on doit s'accentuer. D'abord, il a parlé du conseil de classe. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le conseil d'enseignement. Le troisième élément, c'est le conseil pédagogique. Et en dernier lieu, ce sont les commissions qu'il faut créer. Donc, généralement, on se plaint du manque de moyens, du manque de financement, on se manque, on se, on se, on se, on se manque beaucoup, on se plaint et généralement et de tous ces manquements-là au niveau de l'école. Et on manque de moyens, on manque de ressources, on manque de budget, etc. Mais on refuse de changer, on refuse de prendre de risques, on refuse de tenter tout pour le tout, on refuse d'échouer, de connaître l'échec au niveau de l'administration. Mais la vie est faite de risques. Donc, quand on va prendre de nouvelles initiatives, quand on va faire, on veut innover, tout cela, et ce sont des risques. Et on n'est jamais sûr à 100% qu'on va réussir. Même lorsque, et ceci, même lorsqu'on planifie, même lorsqu'on fait de bonnes et meilleures organisations. Donc, tout cela, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Donc, on doit cesser de nos jours pour dire que ben, on manque de ceci, on manque de cela. Et donc,
Est-ce que vraiment on doit, s'accentuer sur ceci, sur cela? Donc, tout cela nous amène à penser que les leviers, c'est pas quelque chose de facile. Pour arriver au conseil de classe, et si l'établissement n'en a pas encore, donc c'est sûr on va avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à installer cette nouvelle stratégie, à installer cette politique pour pouvoir vraiment apporter de changements. Donc, les conseils de classe et les assemblées de professeurs par niveau sont des unités de réflexion transversale. Donc, quand on a le conseil de classe, ça nous permet de, de, d'avoir une vue générale sur la vie de l'école, sur la vie de la classe, de tout ce qui se passe, pas seulement en termes de pédagogie, mais de la vie de la classe. Donc, la réalité de se sentir que ce soit les dirigeants, les professeurs, donc tout le monde va se sentir concerné, préoccupé de la vie de classe, de cette mode d'apprentissage. Donc, et même se préoccuper des problèmes de discipline. Est-ce que nous avons des règlements intérieurs? Comment on se fait pour harmoniser les consignes? Et puis, euh, maintenir les relations avec les parents, comment faire l'orientation, tout ceci et tout cela. Donc, d'abord, nous allons parler du conseil de classe. Qu'est-ce que c'est le conseil de classe? Pourquoi c'est important le conseil de classe? Pourquoi doit-on de nos jours euh, nous focaliser sur cet aspect-là au niveau de l'administration scolaire? D'abord, le conseil de classe, ça nous permet vraiment de faire une meilleure harmonisation des informations pour mieux s'orienter. Donc, quand on va mettre en place, on va mettre en branle le conseil d'administration, cela va nous permettre de garantir une bonne harmonisation. Harmonisation entre les acteurs, harmonisation entre les responsables, harmonisation au niveau euh, dans, dans l'arbre hiérarchique. Donc, que tout le monde se respecte et que tout le monde fait assument leurs responsabilités, gardent leur position et accomplissent leurs tâches. Donc, c'est extrêmement important. Ensuite, cela va nous permettre d'apporter de l'aide, que le chef de l'établissement se sente préoccupé de la vie de ses employés. Euh, est-ce que est-ce que le chef de l'établissement offre les bonnes conditions pour pouvoir vraiment atteindre les buts fixés tout au cours de l'année? C'est pas seulement à la fin de l'année, mais tout au début de l'année. Est-ce que le chef d'établissement, le directeur, le fondateur offre une meilleure condition de vie de l'école? Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour aider, c'est quelqu'un qui est là, qui est à l'écoute et tout cela? Et ça va influencer certainement euh, la façon d'évaluer les techniques à utiliser pour une bonne évaluation. Donc, ensuite, le conseil de classe, ça permet d'intervenir pour faire des corrections. Quand je dis de mettre en, en- quand il le faut, s'il y a lieu, de faire appliquer la discipline, de corriger euh, ce qui est en matière de discipline les élèves, les apprenants et, et faire respecter les principes établis par l'établissement. Donc, et le conseil de classe offre,
permet de mettre à disposition des moyens, et ces moyens-là pourraient contribuer à améliorer la vie vraiment dans les classes, la vie dans l'école, dans l'établissement, etc. En un mot, quand on voit le conseil de classe, il faut penser c'est un groupe de gens qui sont là euh, et qui ont le mandat de l'école, que l'école donne un mandat, et ce mandat-là, ils, ils vont jouer le rôle comme on parle de levier. Ils sont là euh, pour recueillir des données, et ces données-là ben, vont servir pas pour dénigrer, pas pour piéger qui que ce soit, mais ces données-là vont être contribuées pour et mobiliser, pour améliorer, pour offrir une meilleure euh, euh, condition de vie, un meilleur accompagnement vis-à-vis des professeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, le conseil de classe recueille de données pour pour mieux mobiliser les ressources. Donc, la première chose qu'il faut retenir en tête, quand on dit qu'il y a un conseil de classe, ça va permettre de mieux gérer les temps. Donc, on va repenser le temps. Donc, on a besoin de passer 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps dans les réunions des parents, réunions avec les enfants, réunions avec les personnels de l'école, de l'établissement, parce qu'on a déjà anticipé les problèmes, on sait sur quoi et on va se rencontrer pour discuter, pas vraiment discuter, échanger comme traditionnellement on a l'habitude de faire, mais puisqu'on a déjà les données, les informations et qui ont été cuisinées, donc pas besoin de faire des étalages, etc. C'est tout à longueur de journée à discuter sans avoir à résoudre quoi que ce soit. D'où dans les rencontres spéciaux, dans les rencontres avec les personnels, donc ce sont les résolutions qu'on va devoir vraiment sur lesquelles on va devoir se focaliser, parce que on a déjà anticipé le conseil de classe. Ils sont là pour ça, pour recueillir les données, pour pouvoir les transmettre à qui de droit, afin d'anticiper, bien entendu, euh, les problèmes et, et improviser même et suggérer des résolutions, des solutions. Donc, la deuxième chose, c'est que le professeur, dans le conseil de classe, le professeur principal, son rôle est, euh, consiste à négocier, à faire des négociations. Donc, je lis pour vous ce que supportez-moi que je fasse cette lecture parce que c'est intéressant ce qui est dit là. Les textes officiels contiennent des indications précises sur ce point, parce que le rôle de professeur principal doit être négocié. Mais rien ne remplacera l'élaboration collective par les professeurs principaux de chaque niveau d'un cahier des charges qui sera la base du travail commun. Donc, vous voyez déjà, et dans le conseil de classe, eh ben, euh, il y a un professeur qui est représenté par niveau, donc dans le conseil de classe, ce qui permet d'établir un tronc commun, une base, et pour mieux asseoir les décisions. Car il ne sera pas raisonnable, sous prétexte qu'il perçoit une prime au titre de sa tâche et qu'il a été choisi par le chef d'établissement, d'imaginer que le professeur principal soit pour autant ipso facto compétent pour exercer sa mission. Celle-ci ne suppose-t-elle pas des qualités d'animateur, d'équipe
un sens de l'écoute, un apprentissage du dialogue avec les parents, des techniques d'intervention et de prise de parole, une connaissance des contraintes de chacun des collègues. La formation initiale ou continue dans les académies manque de propositions de formation à ce métier et pourtant la question est importante. Les points de résistance aux évolutions attendues que nous cherchons souvent dans les seules prises de position idéologiques du corps enseignant résultent la plupart du temps d'une simple difficulté à se présenter la tâche et à élaborer un dispositif de résolution des problèmes. Pourtant, dans d'autres contextes et pour d'autres actions, les enseignants en sont tout à fait capables. C'est pourquoi il est indispensable d'accompagner les professeurs principaux comme pour toute nouvelle prise de responsabilité par des actions de formation. Dès lors qu'un cahier des charges, même imparfait, est retenu pour une équipe pédagogique, une démarche de projet et de progrès est enclenchée. Le professeur principal a pour mission. Le président du conseil de classe se donne un horizon dans l'action. D'une classe à l'autre, même si c'est le cahier des charges, est écrit pour tout un niveau. L'accent peut être mis sur tel ou tel objectif. Dans cette classe, il est urgent d'améliorer la prise en charge commune des problèmes de discipline. Dans celle-ci, ou dans celle-là, de mieux réguler le travail à la maison, d'organiser des études dirigées. Dans cette autre encore, de faire intervenir l'infirmière de façon systématique ou le conseiller d'orientation psychologique. Donc vous voyez, messieurs, dames, quand on parle de conseil de classe, vous voyez l'interaction, le mouvement, la présence de, de tout un chacun. Et au niveau des professeurs, donc c'est la collaboration, la pleine collaboration. Donc, même si c'est le professeur principal, mais n'est pas un puits de savoir, donc il doit savoir qu'il a des limites, il a des choses à apprendre. Donc c'est pourquoi tout doit se faire dans l'harmonisation. Maintenant, parler des délégués des parents d'élèves. Délégué des parents d'élèves, c'est comme un représentant des parents. Donc, lui, il fait partie du conseil de classe. Le délégué ou le représentant, les représentants des parents d'élèves, donc eux, il faut dire que ça n'a rien d'original parce que ça existe depuis bien longtemps. Mais nous savons dans notre réalité haïtienne, dans nos écoles haïtiennes, donc c'est quelque chose qui est quasiment absent, quasiment absent. C'est quasiment absent. Les parents aussi peuvent vivre avec des a priori et des impressions négatives qu'ils rapportent de leur participation sont parfois dues au décalage entre la représentation qu'ils se font de leur mission et ce qu'il est réellement possible d'aborder en conseil de classe. Donc, le représentant des parents, donc, il est là certainement pour rapporter les, les préoccupations, les, les préoccupations des parents, et ceci au niveau du conseil. Et ce conseil-là, ils vont recueillir ces informations pour les transmettre à qui de droit. Vous voyez? Donc, ce pourrait être sur les finalités, ce pourrait être... It's 12 o'clock. Oui, ce pourrait être les finalités qu'on aurait à discuter, les cahiers de charges, les réglementations intérieures, les lectures, les procédures pour faire par d'éventuels griefs. Vous voyez, griefs, c'est-à-dire ces préoccupations, des problèmes qui sont en surface, que tout le monde
se sentent au niveau de l'école. Donc, il y a les représentants dans le conseil de, de classe. Il n'y a pas que les professeurs, il n'y a pas que les délégués des parents, il y a aussi les délégués des élèves. Pourquoi doit avoir un représentant à des élèves ou les représentants des élèves au niveau du conseil? Eh bien, il faut comprendre que les élèves, les apprenants, ils ont des droits. Donc, ils doivent se faire représenter. Et si on est dans une sphère démocratique, donc l'élève aussi doit se faire entendre. Donc, nous savons pertinemment combien est grand l'injustice et, euh, de la part des enseignants vis-à-vis des apprenants. Donc, c'est sûr que le conseil est là pour accompagner les victimes, pour prendre en conséquence, pour prendre note de ce qui se passe, de comment ça doit se faire et qui sont les victimes, qu'est-ce qu'il faut réguler, qu'est-ce qu'il faut corriger, parce que là, on doit et vraiment changer les choses, on doit améliorer la vie de classe, on doit améliorer la vie de l'école. C'est pourquoi il est important, et si on n'a rien à cacher, pourquoi doit-on refuser la présence des représentants des élèves au niveau du conseil? Donc, à mon avis, il n'y a aucun problème et tout doit se faire dans l'ordre et des disciplines. Dans l'ordre et des disciplines. Donc, la parole des élèves comme celle des parents a un statut flou. Donc, a priori, donc on ne peut pas se fier ou du moins se prendre pour acquis est ce que ce soit les représentants des parents ou les représentants des élèves vont mettre sur la table comme préoccupation, comme grief. Donc, et il ne faut pas se mettre dans la tête quand le conseil est réuni, c'est justement pour parler des griefs, pour parler des préoccupations, pour recevoir des tonnes de problèmes qui sont sur la table. Donc, ce n'est pas du tout ça le but, mais c'est surtout, on a le conseil justement pour pouvoir mieux faire les choses, améliorer les conditions améliorées et la vie de classe, la vie de l'école en matière d'administration scolaire. Donc, même si le représentant, un délégué des élèves rapporte quelque chose, par exemple, je vous lis un exemple, la parole des élèves, comme celle des parents, a un statut flou. Elle risque sans cesse d'être disqualifiée, de passer pour une remise en cause des enseignants. Qui plus est, devant un représentant de la direction. Mademoiselle X d'une classe de première prend la parole. Monsieur le proviseur, nous voudrions, c'est un exemple, remercier Monsieur Y qui explique très bien. Il se montre patient, nous, comp nous, comp nous comprend et ne compte pas son temps pour nous aider. Réaction de Madame Z. Je trouve que cette intervention déplacée. Les élèves n'ont pas à juger leur professeur. Ben, il n'y a rien de mal à, à, cette, à cette remarque. Que se, que se serait-il passé si c'était agi d'exprimer un sujet de mécontentement? Donc, vous voyez, c'est là, la réaction de l'enseignante, c'est que l'élève n'a pas le droit de complimenter, de, de, de faire des compliments publics à son enseignant, vis-à-vis de son enseignant. Donc peut-être il devait faire ça pour tous les enseignants. Si tous ces enseignants travaillent mieux, ou du moins offrent un meilleur accompagnement, donc je ne vois pas le problème. Mais s'il doit dire la vérité, si c'est un professeur, deux ou trois professeurs, eh ben, il cite ce, ce professeur-là qui lui plaît. Donc, je ne vois pas où est le bic, où est le problème dans tout cela. Donc, si c'était un mécontentement, vous voyez, Madame Z, Madame Z réagirait de façon, même pour un compliment, très,
très mal à l'endroit du délégué des élèves. Donc, vous voyez, quand l'auteur a dit les leviers pour oser au changement, donc c'est pour vous dire que pour oser le changement, donc c'est pour vous dire que des innovations qu'on aimerait apporter au niveau de l'école, au niveau de l'établissement. Donc on va avoir toute une série de contraintes, de barrières culturelles, de barrières traditionnelles, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas que les choses changent. Donc c'est pourquoi nous, nous devons nous concentrer, nous devons prendre le temps qu'il faut vraiment pour changer les choses, parce que il faut que cela change. Il faut que cela change. Donc, et même si euh, euh, les élèves qui se font représenter par un élève, donc ils se voient dans l'obligation de quémander un soutien, un support. Et ça, c'est au niveau du conseil qu'il doit faire passer le message. Donc, il n'y a rien qui soit mauvais à cela. Donc, c'est extrêmement important. Ouais. Là, l'auteur nous présente un petit, un, un- un petit exemple, mais je vois pas, je vais pas avoir de temps pour vous présenter ça. Donc, il faut dire que dans le conseil de classe, on a souligné le temps, et surtout pour les réunions, les rencontres du conseil. Eh ben, il faut qu'il y ait le représentant des professeurs, donc le professeur principal. Les professeurs se font représenter par un professeur principal. Il y a les délégués des parents d'élèves, et les délégués des élèves. Donc, cela va de soi, et cela va de soi de la politique et de l'établissement euh, quant à la formation du conseil de classe. Donc, si le conseil de classe peut avoir 5 6 7 etc., donc cela va dépendre de la politique et de la réalité du contexte de l'école aussi, de la taille et de l'école. Donc, en dernier lieu, il y a le conseil de classe. Le conseil de classe, lieu d'échange et de décision. Donc, il faut comprendre que le conseil de classe, c'est pour permettre les échanges. C'est pour permettre un échange très, très animé, fluide et même très enflammé. Donc, c'est là que tout le monde doit se rencontrer pour se faire entendre, et même dans l'ordre et discipline. Dans l'ordre et dans la discipline. Donc, et c'est là aussi, après les échanges, qu'on doit se décider. Et il faut que tout le monde se rappelle que ce soit les anciens, que ce soit les délégués des parents, les délégués des apprenants. Donc, le conseil est là, le conseil de classe est là justement pour le bien-être de l'établissement. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler, qu'on n'est pas là pour à couteau tiré, pour juger l'autre, pour se montrer plus intelligent, plus fort que l'autre. Donc, on n'est pas là pour cela. On est là justement pour le bien-être de l'établissement, pour l'avancement de l'établissement. Et tout ce qu'on doit faire, c'est dans cette perspective-là que l'école progresse, que l'école atteigne le succès, que l'école avance, que l'école progresse au fur et à mesure. Ce à quoi nous nous attendons. Donc, c'est important de garder ça en tête quand on parle du conseil, la formation du conseil de classe, euh, euh,
L'action même du conseil de classe, c'est justement permettre les échanges, mais aussi de faciliter les décisions à prendre dans le but d'améliorer la qualité de service que l'établissement doit offrir à la communauté, à la population en général.